j'ai surpris ma fiancée en train de me tromper. Elle s'attendait à des larmes. Au lieu de cela, j'ai dit « Merci de m'avoir montré qui tu es vraiment ». Puis j'ai fait déménager ses affaires chez sa mère pendant qu'elle était au travail. Son choc quand elle est rentrée à la maison et a trouvé un placard vide et les serrures changées. Moi, un homme de 32 ans, était propriétaire de ma maison de ville. Un héritage de mon grand-père quand il est décédé il y a 4 ans. Une maison de 3 chambres, 2 salles de bain, dans un bon quartier, valant environ 340 calers sur le marché actuel. C'est important. Rappelez-vous-en. Ma fiancée a emménagé il y a 1 an. Appelons-la mon ex-fiancée maintenant, parce que c'est ce qu'elle est. Nous étions ensemble depuis 2 ans, fiancés depuis 6 mois. Le mariage devait avoir lieu en septembre. Elle travaillait à temps partiel dans une boutique du centre-ville, peut-être 20 heures par semaine, et ramenait environ $800 par mois. Je suis consultant en informatique et je gagne un salaire à 6 chiffres. Je payais tout le crédit immobilier, j'en étais déjà propriétaire, mais il y avait encore les impôts et l'assurance. Elle couvrait les courses et les charges, une contribution totale d'environ $400 par mois. La semaine dernière, jeudi. J'ai terminé un appel avec un client plus tôt. J'ai décidé de lui faire la surprise de déjeuner avec elle. J'ai pris du panera en rentrant à la maison. Son plat préféré, cette salade asiatique au sésame avec la vinaigrette supplémentaire qu'elle commande toujours. Je me suis garé dans mon allée. Sa Honda Civic blanche était là. Une autre voiture aussi. Une Audi A4 noire. Je ne la reconnaissais pas. Je suis entré par ma porte d'entrée avec 2 salades et des boissons. Je l'ai entendu immédiatement. Ce son. Vous savez, celui qui vient de l'étage. Ma première pensée a été, pas possible. Ma deuxième pensée a été, c'est ma chambre. Je suis monté, la porte était à moitié ouverte, et ils étaient là. Ma fiancée et un type que je n'avais jamais vu, dans mon lit. Le lit que j'ai acheté, dans ma maison, un jeudi après-midi. Je suis resté là à regarder pendant peut-être 10 secondes, mon cerveau en train d'assimiler. Puis j'ai dit, Leur précipitation était vraiment impressionnante. Une panique de niveau olympique. Elle a crié. Il est littéralement tombé du lit en essayant d'attraper son pantalon. Ma fiancée s'est enroulée dans le drap. Oh mon Dieu, chérie. Ce n'est pas. Je peux expliquer. Le type sautillait sur un pied, enfilant son jean. Belle montre. Probablement la mi-trentaine. Du parfum, je pouvais le sentir depuis le seuil de la porte. Quelque chose de cher. Tu devrais probablement partir, lui ai-je dit. Ma voix était neutre. Bizarre comme je me sentais calme. Mec, je suis tellement désolé, je ne savais pas. La porte d'entrée est en bas. Certain. Il a attrapé sa chemise et a littéralement couru. J'ai entendu ma porte d'entrée claquer environ 30 secondes plus tard. Elle pleurait maintenant. Les grandes eaux. S'il te plaît, chérie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Vraiment? Parce qu'on dirait que tu as une liaison dans mon lit. C'était une erreur. Juste une fois. Je jure que ce n'est jamais arrivé avant. J'ai posé les salades sur la commode. Habille-toi, chérie. Habille-toi. Elle s'est habillée en vitesse pendant que je redescendais. Je me suis assis sur mon canapé, ce même canapé où nous avions planifié le plan de table de notre mariage il y a 3 semaines, où elle avait pleuré de joie quand je l'avais demandé en mariage l'année dernière. Je ne sentais rien, juste le néant. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Elle est descendue environ 10 minutes plus tard, a essayé de s'asseoir à côté de moi. Je me suis décalé. Je suis tellement désolé, a-t-elle murmuré. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est juste ce type de mon cours de pilates qui m'a proposé de m'aider. Avec le cours de pilates? Oui, nous parlons depuis quelques semaines. Donc, pas juste une fois. Elle est devenue blême. Non, je veux dire, nous parlions, mais c'était la première fois que nous. Arrête. Arrête tout. J'ai besoin que tu fasses un sac et que tu partes. Quoi? Non, c'est ma maison. Et voilà. Ma maison. Ma maison. C'est ma maison.
Ton nom n'est sur rien. Tu paies 4 cents dollars par mois de charge. Ce n'est pas une maison. C'est être une invitée. Comment peux-tu dire ça? Nous sommes fiancés. Étions. Passé. Elle s'est mise à pleurer plus fort. Tu ne peux pas me mettre dehors comme ça. Où suis-je censé aller? Ta mère habite à 20 minutes d'ici. Je ne peux pas débarquer chez ma mère. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Cette femme qui m'avait trahi de la manière la plus cliché possible et qui s'inquiétait maintenant de l'embarras. Dis-lui la vérité. Que tu as amené un autre homme dans le lit de ton fiancé et que tu t'es fait prendre. Tu es cruel. Non, je suis honnête. Fais un sac. Tu as 1 heure. Ce qui a suivi a été le summum du sentiment de droit. Elle a passé en revue toutes les tactiques de manipulation. Supplication, pleurs, colère, rejet de la faute. Tu n'es jamais à la maison. Je travaille de la maison 3 jours par semaine. Tu ne fais plus attention à moi. Je t'ai préparé un déjeuner surprise aujourd'hui. Ça a super bien marché. Et le pardon? Et nos vœux? Nous n'avons pas prononcé de vœux et nous ne le ferons pas, fais tes valises. Elle a essayé un nouvel angle. Bien. D'accord. Mais je ne pars pas sans discuter de la maison. J'habite ici depuis 1 an. Le mariage de fait n'existe pas dans cet état. J'ai vérifié. Vas-y, cependant, appelle un avocat. Vois ce qu'il dit de tes droits sur une maison dont tu n'es pas propriétaire, pour laquelle tu ne paies pas et dont le titre n'a jamais été à ton nom. Son visage est passé de la colère au choc, comme si elle venait de réaliser qu'elle n'avait aucun moyen de pression. Tu as vérifié ça? Je suis méthodique. Maintenant, fais tes valises. Elle a fait un sac. Ça lui a pris 1h30. Elle n'arrêtait pas d'essayer de parler, d'essayer de relancer la conversation. Je suis juste resté assis là, à faire défiler mon téléphone, à attendre. Finalement, elle a traîné sa valise jusqu'à la porte. Le mascara coulait partout. Je reviendrai demain pour le reste de mes affaires. Bien sûr. On s'arrangera. Elle est partie. Le claquement de la porte a fait trembler les photos sur le mur. À la seconde où sa voiture est partie, je me suis mis au travail. J'ai changé tous les mots de passe qu'elle connaissait. Netflix, Hulu, Prime, Spotify, tout déconnecté, tous les mots de passe réinitialisés, compte bancaire, email, tout. J'ai appelé mon pote de l'université. Il dirige une entreprise de déménagement. Mec, tu peux m'aider à déménager les affaires de quelqu'un de ma maison demain? Bien sûr. Qui? J'ai expliqué la situation. Il est resté silencieux 1 seconde. Puis, frère, ouais, absolument. Gratuitement. À quelle heure? Mise à jour 1. Le lendemain matin, j'ai pris ma journée. La première fois en peut-être 8 mois. Mon pote est arrivé tôt avec son camion et un autre gars. Nous avons tout emballé, et je veux dire tout. Chaque vêtement, chaque chaussure, chaque bouteille de maquillage, cette stupide collection de bougies parfumées qu'elle adorait, les coussins qu'elle avait achetés et que je détestais. Tout. J'ai aussi trouvé des trucs intéressants, comme un reçu d'hôtel datant de 3 semaines. Nous n'étions allés dans aucun hôtel. Je l'ai glissé dans ma poche pour plus tard. L'adresse de sa mère était dans mon téléphone depuis Noël. Nous y avions déposé des cadeaux. Une belle maison, un grand Porsche. J'y suis allé en voiture, j'ai tout empilé proprement sur le Porsche, des boîtes, des sacs, ses vêtements sur des cintres, j'ai fait en sorte que ça ait l'air organisé, pas vindicatif, j'ai pris des photos de tout avec horodatage, j'ai laissé une note. Votre fille peut vous expliquer pourquoi ces affaires sont ici. Veuillez lui demander de me contacter uniquement par texto concernant tout objet que nous aurions pu oublier. J'ai appelé un serrurier en rentrant chez moi. Nouveau pen dormant, nouvelle serrure de poignée, nouveau code de garage. Coût, 280 $. Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. Je suis rentré chez moi et j'avais 17 textos d'elle. Il faut qu'on parle. Réponds-moi. Tu es puéril. Je suis désolé. Pouvons-nous s'il te plaît parler? Réponds à ton téléphone. J'ai attendu que tout soit fini. Nouvelles serrures installées.
J'ai envoyé un seul texto. Tes affaires sont chez ta mère. J'ai changé les serrures. Contacte-moi uniquement par texto si nous avons oublié quelque chose. Mon téléphone est devenu fou. 30 textos en 15 minutes. Comment ça, mes affaires sont chez ma mère? Tu n'avais pas le droit de faire ça. J'arrive tout de suite. Tu ne peux pas me laisser dehors comme ça. J'ai répondu une fois, je le peux absolument. C'est ma maison. Tu n'habites plus ici. Ce soir-là, quelqu'un a commencé à frapper à ma porte. La caméra Ring la montrait, elle, sa mère et sa sœur, toutes l'air furieuses. J'ai utilisé l'interphone. Puis-je vous aider? Ouvre cette porte tout de suite. Sa voix était stridente. Non merci. De quoi avez-vous besoin? Sa mère s'est penchée. Jeune homme, vous ne pouvez pas jeter quelqu'un comme un déchet. Elle a des droits. En fait, non. Pas de bail, pas de paiement de loyer, pas de titre de propriété. Que puis-je faire d'autre pour vous? Mon ex pleurait. Comment peux-tu être si froid? J'ai fait une erreur. Cool. Et la conséquence est que tu ne vis plus dans ma maison. Autre chose? Sa sœur a ajouté. Et la bague? Oh, ouais. La bague. Heureux que tu en parles. J'ai besoin de récupérer la bague de ma grand-mère. C'était une bague à $8000. J'aimerais la voir d'ici ce week-end. Silence de mort. Puis mon ex. Tu m'as donné cette bague. Elle est à moi. En fait, les bagues de fiançailles sont des cadeaux conditionnels dans cet état. Puisque tu as rompu la condition en me trompant, je la veux en retour. Tu peux me l'envoyer par la poste ou la déposer dans ma boîte aux lettres. C'est ton choix. Sa mère a littéralement bafouillé. Vous ne pouvez pas. C'est. Je le peux et je le ferai. Si je ne l'ai pas d'ici lundi, j'intente une action en justice devant la cour des petites créances. Passez une bonne soirée. J'ai éteint l'interphone. Je les ai regardées rester là pendant encore 5 minutes, se disputant entre elles avant de partir. J'ai reçu un texto plus tard cette nuit-là. Je garde la bague. Tu me l'as donnée. Qui trouve garde? J'ai répondu avec une capture d'écran de la loi de l'État sur les cadeaux conditionnels et les bagues de fiançailles. On se voit au tribunal. Puis, 2 jours plus tard, la bague est apparue dans ma boîte aux lettres. Pas de mots, juste la boîte de la bague posée là. Je l'ai fixée pendant un moment. Cette bague représentait tellement. L'héritage de ma grand-mère, la demande en mariage sur la plage, l'avenir que j'avais prévu. Maintenant, elle semblait juste souillée. Je l'ai emmenée chez un bijoutier le jour même. Je dois vendre ça. Ils l'ont estimé, ont offert $6500. J'ai accepté. Mieux que de la garder. Mais c'est là que ça devient intéressant. J'ai commencé à recevoir des messages d'amis communs. Sa version de l'histoire était folle. Selon elle, je l'avais mise à la porte sans avertissement. J'avais volé ses affaires pendant qu'elle était au travail. Je l'avais piégée financièrement et je la contrôlais. J'étais abusif et manipulateur. Elle avait dû s'échapper et je l'avais jetée dehors pour avoir parlé à un ami masculin. Le gaslighting était de niveau olympique. Elle avait dit à tout le monde que j'étais le méchant. La plupart de mes vrais amis savaient mieux, mais certains l'ont cru. J'ai reçu quelques messages méchants. Une fille que je connaissais depuis le lycée m'a traité d'abuseur contrôlant avant même que j'explique ce qui s'était passé. Je l'ai bloqué. Je n'avais pas besoin de cette énergie. Puis sa mère a appelé ma mère. Grosse erreur. Ma mère a écouté toute l'histoire larmoyante, puis a apparemment dit « Laissez-moi voir si j'ai bien compris. Votre fille a amené un autre homme dans le lit de mon fils, dans sa maison dont il est propriétaire, et vous êtes contrarié qu'il ait retiré ses affaires ?» Le rétropédalage a été apparemment hilarant. Ma mère m'a appelé après en riant. « Chérie, cette femme a essayé de te faire passer pour un monstre. J'ai vite mis fin à ça. Je suis fier que tu aies du respect pour toi-même. » Ça faisait du bien à entendre. Mise à jour 2. La deuxième semaine, c'est là que mon ex a vraiment intensifié sa folie. D'abord, elle a déposé 3 plaintes pour bruit auprès de mon association de propriétaires.
Anonyme, mais c'était évidemment elle. Elle affirmait que j'organisais des fêtes bruyantes à toute heure et que je troublais la paix. Le problème? Je vis seul maintenant. Je n'ai reçu personne à part mon pote qui m'a aidé à déménager ses affaires. Ma télévision n'est même pas forte. La dame de l'association m'a appelé. Monsieur, nous avons reçu plusieurs plaintes concernant votre propriété. J'ai expliqué la situation, la tromperie, la rupture, le harcèlement. Une longue pause. Oh. Oh mon Dieu. Eh bien, je noterai que ce sont clairement des représailles. Je suis vraiment désolé. Pouvez-vous me dire qui les a déposées? Elles étaient anonymes, mais entre vous et moi, elles provenaient toutes de la même adresse électronique. Nous n'en tiendrons pas compte. Deuxièmement, elle a commencé sa campagne d'histoire larmoyante sur ses difficultés financières. Elle a publié sur Facebook qu'elle était pratiquement sans abri, financièrement abusée et jetée dehors sans rien. Ses amis ont tout gobé. Des commentaires comme « OMG, ça va, et je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça et les hommes sont des ordures ». Je n'ai pas répondu. Pas au début. J'ai juste regardé le récit se construire. Puis une de ses amies, quelqu'un qui était à notre fête de fiançailles, m'a envoyé un message privé. « Salut, je ne connais pas toute l'histoire, mais ça ne te ressemble pas. Que s'est-il réellement passé ?» Je lui ai envoyé une brève explication. Je l'ai surprise en train de me tromper. Je l'ai retirée de ma maison dont je suis propriétaire. Elle a le soutien de sa famille et ses propres revenus. Oh. Oh, elle ne dit pas cette partie aux gens. Ouais, elle ne le dit pas. As-tu des preuves? Parce qu'elle te fait passer pour un monstre. Je lui ai envoyé le reçu de l'hôtel que j'avais trouvé. Celui datant de 3 semaines avant que je les surprenne. Ouais, nous ne sommes jamais allés dans un hôtel ensemble. Mais elle, apparemment, si. Putain de merde. Je suis tellement désolé. Elle ment à tout le monde. Je sais. Ce n'est pas grave. Les gens qui me connaissent savent la vérité. Mais ce n'était pas grave, car elle s'est ensuite présentée à mon lieu de travail. En pleine journée, j'étais en appel avec un client. La réceptionniste m'a envoyé un message. Il y a une femme dans le hall qui pleure, elle dit que c'est une urgence familiale. Mon estomac s'est noué. Je me suis excusé de l'appel, elle était là, les yeux rouges et gonflés, un mouchoir à la main, l'air dévasté. Mais à la seconde où elle m'a vu, quelque chose a vacillé dans son expression, quelque chose de calculateur. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit fort, pour que tout le monde dans le hall puisse entendre, du bébé. Le temps s'est arrêté. Quel bébé? Elle a posé sa main sur son ventre. Notre bébé. Je suis enceinte. Chaque personne dans ce hall nous regardait. Mon patron était dans la salle d'attente. La mâchoire de la réceptionniste est tombée. Dehors. Maintenant. Nous sommes allés sur le parking, hors de vue des fenêtres. Tout son comportement a changé. Les larmes se sont arrêtées. Les bras croisés. Un sourire narquois sur son visage. Alors, tu vas me reprendre maintenant? Parce que je n'élèverai pas un bébé seul. Es-tu réellement enceinte? Est-ce que ça a de l'importance? Tout le monde là-dedans pense que je le suis, y compris ton patron. Mes mains tremblaient. Pas de peur, de rage. Tu mens. Prouve-le. Peut-être que oui. Peut-être que non. Quoi qu'il en soit, tu as l'air du type qui a mis sa fiancée enceinte et l'a ensuite abandonnée. Si tu es enceinte, quand le bébé arrivera, tu paieras une pension alimentaire au minimum. Ou on pourrait juste se remettre ensemble. Réparer ça. Tu t'excuses de m'avoir humilié. Je te pardonne d'être contrôlant. On passe à autre chose. Je l'ai regardé fixement. L'étrangère portant le visage de mon ex-fiancé. Je veux un test de paternité. Comment oses-tu? Bien sûr que c'est le tien. Alors le test ne te dérangera pas. Elle a bafouillé. Tu es dégoûtant, m'accusant de mentir sur le fait d'être enceinte de ton bébé. Je t'accuse de mentir. Point final. Si tu es enceinte, prouve-le. Si c'est le mien, prouve-le. Sinon, reste loin de moi et de mon lieu de travail. Je suis retourné à l'intérieur, je suis allé directement au bureau de mon patron.
Je dois vous parler de ce qui vient de se passer. J'ai tout expliqué. Absolument tout. La tromperie, les mensonges, le harcèlement. Maintenant, cette affirmation de grossesse, que je savais fausse. Ma patronne, cette femme incroyable dans la cinquantaine qui ne se laisse marcher sur les pieds par personne, a juste hoché la tête. Elle est bannie de ce bâtiment. Je le dirai à la sécurité. Si elle se présente à nouveau, nous appelons la police. Je suis vraiment désolé que cela se soit produit au travail. Ce n'est pas vous qui l'avez amenée ici. C'est elle qui a fait ce choix. Occupez-vous de vos affaires. Nous vous soutenons. J'ai presque pleuré juste d'avoir quelqu'un qui me croit et me soutient. Cette nuit-là, j'ai payé pour une consultation avec un avocat juste pour savoir où j'en étais. L'avocate a été directe. Si elle ment, c'est de la fraude et du harcèlement. Documentez tout. Si elle est réellement enceinte, vous aurez besoin de ce test de paternité. Ne signez rien sans preuve. Et si cela continue, une ordonnance restrictive. Je suis parti avec un dossier et un mal de tête. Le lendemain, sa sœur m'a envoyé un texto. Elle n'est pas enceinte. Elle a acheté un faux test sur Amazon. J'ai vu la confirmation de commande. C'est allé trop loin. Elle a besoin d'aide, mais elle n'écoute pas. Je suis désolé. Capture d'écran. Enregistré. Envoyé à l'avocate. J'ai répondu à mon ex une dernière fois. Je sais que tu n'es pas enceinte. J'ai la confirmation. Si tu me contactes à nouveau, te présentes à mon travail à nouveau ou continue ce harcèlement, je demande une ordonnance restrictive. C'est ton seul avertissement. 3 minutes plus tard, j'aurais pu être enceinte. Nous avons eu des rapports non protégés la semaine d'avant. Ça aurait pu être vrai. Mais ça ne l'était pas, perd mon numéro. Je l'ai bloqué partout, sur toutes les plateformes, par tous les moyens possibles de me contacter. Mise à jour 3. Finale. 2 semaines de silence. La paix réelle. Puis j'ai été assigné en justice. Des papiers de la Cour des petites créances. Elle me poursuivait pour $6 000. Les réclamations étaient hilarantes. $3 000 pour expulsion illégale. $2 000 pour détresse émotionnelle. $1 000 pour bien voler. Apparemment, j'ai volé des boucles d'oreilles qu'elle ne trouve pas. J'ai tout apporté directement à mon avocate. Elle a lu et a éclaté de rire. Cela va être rejeté. Vous êtes propriétaire de la maison. Elle n'avait pas de bail. Vous lui avez rendu toutes ses affaires. La réclamation pour détresse émotionnelle après l'avoir surprise en train de tromper? S'il vous plaît. Et des biens volés qu'elle ne peut pas identifier? C'est n'importe quoi. Donc, tout va bien pour moi. Mieux que bien. Nous contre-attaquons pour vos frais de justice et nous déposons peut-être une plainte pour harcèlement. Elle s'est présentée à votre travail, a déposé de fausses plaintes, a menti sur sa grossesse. C'est un schéma. La date du procès est arrivée vite, 3 semaines plus tard. Je suis entré. Mon ex était là avec sa mère et un avocat qui avait l'air de travailler dans un centre commercial miteux. Son avocat s'est levé, a commencé son discours sur la façon dont sa cliente avait été injustement expulsée de son domicile et avait subi un traumatisme émotionnel. Mon avocate l'a laissé finir, puis s'est levée avec un dossier. Votre honneur, la plaignante n'était pas une locataire. Elle n'avait pas de bail, ne payait pas de loyer et n'avait aucun droit de propriété sur le bien. Le défendeur, qui est propriétaire de la maison, l'a découverte au lit avec un autre homme. Il a ensuite fait déménager ses affaires, soigneusement et en toute sécurité, au domicile de sa famille. Nous avons des photos montrant que tous les articles ont été correctement traités. Elle a montré les photos, les boîtes soigneusement empilées sur le porche de sa mère, les horodatage. Quant à la détresse émotionnelle, la plaignante l'a causée elle-même par son infidélité. Elle s'est depuis engagée dans une campagne de harcèlement, y compris de fausses plaintes auprès de son association de propriétaires, en se présentant à son lieu de travail en prétendant une fausse grossesse. Et maintenant ce procès futile. Le juge a regardé mon ex. Madame, avez-vous ou non eu une liaison extra-conjugale? Elle est devenue rouge. Ce n'est pas pertinent pour. C'est très pertinent pour votre réclamation de détresse émotionnelle. Répondez à la question.
Nous avons eu un moment d'égarement, mais... Avez-vous eu une liaison alors que vous viviez dans la maison du défendeur? Oui. Le juge s'est tourné vers son avocat. Maître, pourquoi sommes-nous ici? Son avocat a brassé des papiers. Votre honneur, ma cliente a tout de même subi des dommages de la manière dont le propriétaire a expulsé une invitée infidèle de sa propriété en emballant soigneusement ses affaires? Rejeté. Toutes les réclamations sont rejetées. De plus, j'accorde au défendeur ses frais de justice. C'était une perte de temps pour le tribunal. Sa mère a littéralement halté. Mon ex est devenue blanche. Mais mon avocate n'avait pas fini. Votre honneur, nous aimerions demander une ordonnance restrictive contre la plaignante sur la base de son schéma de harcèlement. Elle a tout présenté. La fausse grossesse, la visite au travail, les plaintes à l'association de propriétaires, les textos de sa sœur confirmant le faux test. Le juge a regardé mon ex comme si elle était quelque chose de collé à sa chaussure. Ordonnance restrictive accordée. 1 an, sans contact. Si vous violez cette ordonnance, vous ferez face à des accusations d'outrage au tribunal. C'est terminé ici. À l'extérieur du palais de justice, sa mère a commencé à me crier dessus. Vraiment crier. Tu as ruiné sa vie. Elle est déprimée. Elle ne peut pas travailler. C'est de ta faute. La sécurité l'a fait circuler avant même que j'aie à répondre. Mon avocate m'a regardé. Un verre. C'est toi qui paies. Nous sommes allés dans un bar à proximité. Elle m'a dit que c'était l'un des cas les plus clairs qu'elle ait jamais vus. La plupart des gens cèdent. Les reprennent. Essaient de régler les choses. Toi non. Tu t'es protégé, tu as tout documenté et tu as tenu bon. Bravo. Ça ne faisait pas du bien à ce moment-là. Probablement pas. Mais tu y repenseras et tu seras content de l'avoir bien fait. Elle avait raison. C'était il y a 3 semaines. La vie a été calme depuis. Un bon calme. J'ai vendu la bague de ma grand-mère pour $6 500. J'ai utilisé cet argent pour refaire complètement ma chambre. Nouveau lit, nouveau matelas, tout neuf. J'ai peint les murs d'une couleur que j'aime vraiment, au lieu de ce beige qu'elle avait choisi. J'ai acheté de l'art qui n'est pas nul. J'ai redécoré le salon. Je me suis débarrassé de ces horribles coussins. J'ai acheté une installation de jeu pour la chambre d'amis que je voulais depuis des années mais dont elle disait que ça ferait enfantin. Ma maison de ville me semble de nouveau mienne. Vraiment mienne. J'ai commencé une thérapie, je travaille sur les problèmes de confiance, je m'assure de ne pas porter ce fardeau à l'avenir. Le thérapeute dit que j'ai géré la situation avec une clarté et un respect de soi remarquables. Ça m'a fait du bien. Je me suis remis à des choses que j'avais laissées de côté. J'ai construit une salle de sport à domicile dans le garage. J'ai commencé à préparer mes repas. J'utilise enfin ce fumoir que j'ai acheté il y a 2 ans. Mes amis, mes vrais amis, ont été formidables. Le pote qui m'a aidé à déménager ses affaires m'invite à jouer au poker chaque semaine maintenant. Il dit que j'ai esquivé une bombe nucléaire, pas juste une balle. La salle de réception a appelé pour connaître le nombre final d'invités. Je leur ai dit d'annuler. Ils ont remboursé la moitié de l'acompte puisque je les ai prévenus. J'ai récupéré $200 qui sont allés directement dans mes économies pour de vraies vacances, quelque part où elle n'a jamais voulu aller. Je pense à la Nouvelle-Zélande. Le travail se passe bien. Ma patronne a clairement fait savoir que tout le bureau me soutient si mon ex essaie quoi que ce soit à nouveau. Je ne l'ai pas vu depuis le tribunal. J'ai entendu par des amis communs qu'elle vit maintenant chez ses parents. Apparemment, le gars de la salle de sport l'a bloqué quand elle a essayé de le contacter. Puis elle a essayé de se remettre avec un autre ex qui lui a dit d'aller se faire voir. Elle publie ses statuts Facebook vagues et déprimants. Du genre quand vous voyez enfin qui sont vraiment les gens. Zéro conscience de soi. Je m'en fiche. Ce n'est pas mon problème. L'ordonnance restrictive signifie qu'elle ne peut légalement pas me contacter pendant 1 an. Le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu d'un juge. J'ai recommencé à sortir avec des gens de manière décontractée. Rien de sérieux, juste un café ici et là, en essayant de me souvenir de ce que c'est que de faire confiance à quelqu'un. J'y vais doucement. Mais honnêtement, être seul a été formidable pour guérir.
J'en avais besoin. J'ai beaucoup appris de tout ce gâchis. Fais confiance à ton instinct. Quand quelque chose semble louche, ça l'est généralement. Protège-toi. Documente tout. Pense logiquement, même quand les émotions sont fortes. N'accepte pas le blâme pour les choix de quelqu'un d'autre. Elle a triché. C'est sa conséquence. Le respect de soi n'est pas négociable. À la seconde où tu compromets ça, tu as perdu. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. Ce sont juste des conséquences. Des conséquences naturelles, logiques. Elle pensait qu'elle pouvait avoir le beurre et l'argent du beurre. Une vie confortable avec moi, de l'excitation avec le gars de la salle de sport. Quand j'ai retiré le confort, elle s'est effondrée. Ce n'est pas de ma faute. C'est juste la réalité qui la rattrape. La bague de fiançailles a été vendue. Le procès a échoué. L'ordonnance restrictive a été accordée. Ma maison est à moi. Ma vie est à moi. Et je n'ai eu à rien faire d'autre que de refuser d'être un paillasson. Aucun regret. Pas un seul. Elle s'attendait à des larmes, du drame et des supplications. Elle s'attendait à ce que je m'effondre pour qu'elle puisse revenir selon ses propres termes. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée enfermée dehors, déménagée, coupée de tout et légalement interdite de contact. C'est ce qui arrive quand on joue avec le respect de quelqu'un et qu'on perd. La vie est belle. Vraiment belle. Meilleure qu'elle ne l'était avec elle, honnêtement. Aller de l'avant, la tête haute, le respect de soi intact, et cette place de parking vide où sa voiture avait l'habitude d'être. Je me suis acheté une moto. J'en ai toujours voulu une. Elle détestait les motos. La meilleure décision de ma vie.